Bien, bonjour. Donc, je vous remercie d'être présente sur ce plateau. Donc, nous avons Catherine Rioux, Céline Masson et Caroline Eliachev. Merci beaucoup d'être là. Simon Réniche va nous rejoindre donc par visio, si j'ai bien compris. Pour cette seconde partie, cette seconde table ronde, je vous remercie bien sûr d'être présent ici dans ce studio d'enregistrement alors que nous devions être à la mairie du 3e avec un public. Mais voilà, nous avons appris mardi soir que nous étions invités à ne pas y aller. Donc, en fait, voilà, nous avons été rejetés de la mairie du 3e. Donc, nous nous retrouvons ici, dans ce studio d'enregistrement, pour un YouTube live. Voilà, nous en parlerons un petit peu plus tard. Voilà. Donc, Viso France tenait à se mobiliser et à maintenir cette journée pour les droits des enfants, puisqu'aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des enfants. Et Viso France, en fait, son cœur de métier, c'est bien sûr aider les enfants à recevoir une éducation et à être protégés physiquement et psychologiquement. Et en France, ce que Viso fait, c'est qu'elle organise des conférences, des salons du livre jeunesse, et a fondé un partenariat pour créer Noah Oser le dire, qui est une cellule d'écoute gratuite destinée aux femmes. Voilà. Si je le dis là maintenant, c'est parce que on sait bien que les enfants qui sont témoins des violences conjugales sont traumatisés à vie. Donc eux aussi sont traumatisés lors des violences conjugales. Pourquoi ce colloque ? Alors ce colloque parce que nous avions remarqué pendant les confinements et ensuite, donc pendant la pandémie du Covid-19, que des jeunes souffraient de démotivation, de décrochage scolaire, de repli, de refus scolaire anxieux, bref, une dégradation plutôt sur les versants anxieux et dépressifs qui ont été constatés par l'ensemble des professionnels de l'éducation nationale, des pédiatres et des pédopsychiatres. D'ailleurs, une enquête menée par Santé publique France sur les passages des jeunes aux urgences montre que par rapport aux années précédentes, il y a eu une augmentation des passages aux urgences pour troubles de l'humeur, incluant des troubles dépressifs, des tentatives de suicide et bien sûr des troubles alimentaires. Les enfants et les adolescents issus de familles plus vulnérables, notamment les familles monoparentales, ayant des conditions de vie précaires ou plus difficiles, vivant par exemple dans des appartements plus exigus, évidemment, sont en situation d'isolement social, ont ressenti davantage de détresse psychologique. Bref, ces facteurs associés à la détresse, on avait le manque d'activité, le manque de relations sociales et surtout l'augmentation du temps passé sur les écrans et les réseaux sociaux, avec des conséquences dangereuses et parfois dramatiques dont nous allons parler autour de cette table ronde. Donc, Catherine Rioux, c'est à vous. Vous êtes docteur en psychopathologie clinique, psychologue et psychanalyste. Vous avez publié Ado, scarification et guérison par l'écriture. Vous animez des ateliers d'écriture pour adolescents, des ateliers d'écriture thérapeutique, je crois, pour adolescents depuis longtemps, depuis 20 ans. Et vous animez des groupes de parole pour les parents d'enfants en difficulté ou des parents en difficulté avec leurs adolescents. Oui. Alors, vous allez nous parler de comment gérer le mal-être des adolescents aujourd'hui. Tout d'abord, je remercie Nathalie Elmali pour l'invitation à cette discussion, à cette rencontre, et l'association Viso. Alors, je commencerai ma communication par la lecture d'une lettre écrite il y a quelques années par une adolescente de 14 ans à sa mère. Cette dernière m'a téléphoné pour prendre rendez-vous avec moi pour sa fille. Je vous lis cette lettre, qu'elle adresse donc à sa mère. Je t'écris ce message car je n'ai pas eu le courage de te le demander hier. Mais voilà, je pense depuis quelque temps que j'ai besoin de conseils venant d'un psychologue. J'ai pris cette décision pour pouvoir régler mes problèmes sans demander de l'aide à des personnes que je pourrais heurter ou qui pourraient me juger.
Je préférerais que cet entretien se passe sans vous et si possible avec quelqu'un dont c'est la profession. Entre parenthèses, et ça m'arrangerait que ce ne soit pas dans la ville où ils habitent. Comprends que la raison pour laquelle j'ai décidé de voir un psychologue est importante et que c'est plus ou moins à contre-cœur que j'y vais. Cela signifie donc que je ne pense pas pouvoir régler ces problèmes moi-même et encore moins avec vous. Il me serait vraiment plus facile que tu évites de t'improviser psy et que tu cherches à trouver ce qui ne va pas. Bonne journée. J'ai donc reçu Anna, adolescente à la fois très affirmée, on le voit dans la lettre, et à la fois très peu sûre d'elle, doutant de tout, demandant à sa mère de voir un psy, alors que le plus souvent ce sont les parents qui amènent leur ado en proie à des conflits. Elle m'a fait part de toutes ses angoisses, ainsi qu'un énorme sentiment de solitude. Pourtant, elle était très aimée de ses parents, choyée, gâtée, fille unique, mais subissant une grande pression parentale. Ses grands-parents maternels et paternels habitent dans le même immeuble. Elle étouffait dans un contexte où les parents faisaient tout pour elle. Anna a trouvé une solution pour moins souffrir et diminuer ses pensées négatives, dévalorisantes qui l'envahissaient. Elle se scarifiait. Elle n'arrivait pas à se séparer de ses parents. Peut-être que eux ne lui permettaient pas non plus. Le problème de cette pratique, c'est qu'elle porte atteinte à son corps. C'est une blessure qui laisse des traces et qui est aussi addictive. Alors je l'ai aidée à verbaliser ses angoisses, son vécu d'intrusion maternelle, et je lui ai proposé de rejoindre l'atelier d'écriture pour relier ses pensées et ses émotions à travers le récit. Ce travail de liaison, émotion-pensée, constitue un processus de symbolisation tissé à l'aide du psychothérapeute et le regard bienveillant d'autres jeunes au vécu similaire. Lire son texte à l'autre, c'est faire surgir symboliquement l'autre, prémisse de la relation sociale. Anna ne voulait pas parler avec ses parents. Il lui était impossible de communiquer avec eux sur son ressenti, sur son vécu, par peur de leur réaction ou de les blesser, surtout sa mère. D'où l'importance d'analyser, à mon avis, cette période adolescente sous divers regards. Individuel, ce qui se passe dans la tête de l'adolescent, mais aussi social, relation à la société, aux parents et aux pairs, PAIRS. C'est la conjonction de ces deux aspects qui sera spécifique à l'adolescence. Dans un premier temps, j'aborderai la question des manifestations de la souffrance adolescente en essayant de cerner la spécificité adolescente aujourd'hui. Face au malaise des ados, des parents sont désemparés, démunis, ils baissent les bras, parfois. Alors qu'est-ce qu'être parent aujourd'hui ? Quel rôle doit-il jouer auprès des ados et de quelle façon doit-il se positionner ? Qu'est-ce que l'adolescence ? Il y a autant d'ados que de familles, mais un certain nombre de points communs les caractérisent. J'aime bien la définition du professeur Marcel Ruffo, qui parle du temps de l'adolescence comme un retour à la réalité après l'émerveillement de l'enfance. Les jeunes découvrent la désillusion sur soi. Je ne deviendrai pas footballeur. Et sur les parents, je pensais que mon père était le plus fort du monde. C'est une période où se rejoue aussi une grande partie de la phase de l'enfance, plus ou moins bien passée. Se mettre en danger, rouler trop vite, escalader. C'est une phase aussi de changement, aussi bien physique que psychique. Philippe Gutton, psychanalyste, désigne ces transformations que subit la psyché par le terme pubertaire. Ce qui se passe à l'intérieur et qui ne se voit pas en juxtaposition avec la puberté qui, elle, concerne le corps biologique, les modifications corporelles et se voit. La question de l'identité est primordiale. Qui suis-je ? Suis-je un garçon ? Suis-je une fille ? Il est alors submergé par une abondance de pensées négatives. Souvent, il se disqualifie lui-même, éprouve une baisse, voire la perte de l'estime de soi. Il ne s'aime pas, il s'en veut, il se trouve nul, moche. La place du corps est centrale à l'adolescence. La métamorphose corporelle oblige le sujet à un réaménagement psychologique et relationnel.
Les chamboulements hormonaux accentuent les inégalités entre filles et garçons. Parfois, le corps devient étranger, lui échappe. Le corps psychique subit les transformations du corps dans la réalité, l'apparition des caractères sexuels secondaires, les menstruations et les premières éjaculations pour les garçons. Le corps est à la fois étranger et proche, aimé et détesté, envié et haï. Il y a toujours une référence aux figures parentales, dans la peur ou le désir de leur ressembler. Les sensations sexuelles qui proviennent du corps peuvent générer de la crainte, de la honte ou de l'insécurité, si des mots ne sont pas posés sur ce qu'ils vivent. Même si les ados connaissent tout sur le sujet, ils ont très peur du premier rapport sexuel. Ils peuvent déplacer cette inquiétude de peur de ne pas être à la hauteur en se laissant influencer par les images de la pornographie qu'ils regardent dans la dimension technique et dans la recherche de la performance. Autre caractéristique des adolescents, ils aiment être en groupe, en communauté, en tribu. L'adolescent a généralement du mal à trouver sa place, aussi bien dans la famille que dans la société. Il est mal avec lui-même et avec les autres, mais ne sait pas comment le dire. Il a du mal à s'exprimer par le langage. À l'adolescence, le sujet a besoin d'accéder à la reconnaissance sociale et à la recherche de son identité propre. Il s'agit plutôt de se démarquer du groupe des adultes. Mais, faute de rituels institués, on pourrait dire qu'il se crée une sorte de ritualisation personnelle. Ils jouent sur leur apparence, veulent apposer une empreinte toute personnelle pour faire comme les autres adolescents. Changement de couleur de cheveux, piercing, mode vestimentaire, style gothique et plus tard, tatouage, pour affirmer son identité. Il s'inspire de pratiques ancestrales dans un but d'intégration, dans une dimension individuelle et collective. C'est une façon de symboliser la séparation parents-enfants. Malheureusement, cela les oblige parfois à aller très loin dans la surenchère, dans le toujours plus de l'apparence. Et c'est cela que les parents doivent guetter en essayant de décoder ce qui se passe pour eux plutôt que d'être dans l'opposition. Le mal-être aussi se décline pour les adolescents à l'école. La détresse face aux notes. Un adolescent qui va mal peut commencer à décrocher à l'école et ça peut aller jusqu'à la phobie scolaire. Il faut savoir que c'est une grande violence que de demander, par exemple, l'orientation dès la seconde. Le mal-être adolescent a des conséquences, bien sûr, concrètes. On a vu sur la pression scolaire, le sommeil, ils ont du mal à se lever le matin pour aller en cours. Et pourtant, des dispositifs et des circulaires sont mis en place dans les établissements scolaires pour que des structures d'accueil puissent être en lien avec justement les parents. Et il y a normalement un dispositif d'alerte qui est en relation avec la maison des adolescents ou des points d'accueil écoute jeunes. Et ça, je pense que c'est pas toujours forcément mis en place dans les collèges ou lycées. Autre source d'anxiété, ce qu'on appelle l'éco-anxiété. D'après un sondage, 54% des ados se déclarent stressés lorsqu'ils entendent parler de la question de l'état de la planète et de la nature. C'est un sujet préoccupant, avec les violences faites aux enfants, et c'est aussi anxiogène, loin devant les sujets de société ou de la situation économique. Ce qui suscite l'angoisse, c'est l'inaction de notre société face au changement climatique, ne rien pouvoir faire, assister en spectateur impuissant. Pourtant, certains s'engagent dans des associations, et le fait de se sentir actif les aide à diminuer cette angoisse. Mais que font les ados pour faire face à ce mal-être, à ce débordement, face à l'angoisse? Comment réagissent-ils? Ils ont besoin de se confier ou de trouver des dérivatifs. Ils parlent aux amis, quand ils en ont, ou aux parents, même si ce n'est pas toujours les meilleurs interlocuteurs. On sait que plus d'un tiers des adolescents qui vont mal se rabattent sur les réseaux sociaux. Parler peut aujourd'hui vouloir dire chatter ou échanger via les plateformes. Lorsqu'ils se sentent mal, ils auront tendance à regarder les écrans de manière massive,
presque 2/3 d'entre eux regardent plus souvent l'écran que d'habitude en cas de mal-être. Malheureusement, et ça on en discutera tout à l'heure avec l'autre intervenant, ils peuvent accentuer leurs angoisses ou les alimenter, entretenant ainsi un cercle vicieux. Le harcèlement qui passe du collège au virtuel, la diffusion des nudes, les mauvaises rencontres, les prédateurs, la pédophilie. Les espaces ouverts par Internet, les écrans et les réseaux sociaux sont donc des environnements ambivalents, à la fois miroirs et foyers de la détresse. Ils sont autant des outils d'épanchement et des lieux de refuge que des sources d'angoisse. Ils se comparent aux autres physiquement sur les activités et rajoutent aussi à ce sentiment de solitude. Une étude a montré que s'ils réduisent de 10 minutes par jour 3 réseaux, donc au total 30 minutes par jour, cela réduit l'anxiété et la dépression. Et pourtant, ils sont nés avec tout ça. Donc à apprendre à les utiliser à bon escient, on ne peut pas leur interdire. C'est d'où l'importance de s'y prendre assez tôt dans l'éducation au numérique. Alors, comment être parent d'adolescents aujourd'hui? Comment accompagner ces parents? Eh bien, peut-être en essayant de décoder un peu ces comportements, les analyser, se poser des questions avec eux pour éviter les dégâts de 2 univers parallèles qui ne se rencontrent pas. Éviter que l'influence des réseaux sociaux soit plus forte que l'éducation parentale. Leur donner des informations sur le danger des écrans, des drogues, de la sexualité. Autre chose, éviter d'avoir peur de ne pas être aimé par ces adolescents. Des parents qui me disent souvent qu'ils ont peur, ne savent pas comment faire, sont impuissants. Une maman me disait, qu'est-ce que je peux faire quand elle ramène ce garçon à cause de qui elle a fait une TS quelques mois auparavant? Elle peut le faire quand je ne suis pas là, donc je n'ose pas lui dire non. Mais cette crainte de ne pas se faire aimer fragilise le travail des parents, car ils deviennent dépendants de l'amour que leur portent leurs enfants, ou de celui qu'ils voudraient que leur enfant leur porte. Les parents d'ados ont peur d'être autoritaires, de leur poser des limites, on en a parlé tout à l'heure pour les enfants, de leur dire non, de leur dire des choses qu'ils ne veulent pas entendre par crainte d'un désamour de la part de leur enfant. Mais ce lien d'amour, mais aussi de filiation, résiste au non. Les parents. Les questions que peuvent se poser les parents. Comment s'affirmer comme adulte et pas être copain seulement? Comment sortir de ses propres projections? Deviens ce que je n'ai pas réussi à faire ou ne deviens pas ce que je suis devenu. Il y a souvent des demandes de restauration narcissique de la part des parents. Comment éviter le retentissement des conflits parentaux sur leurs enfants? Comment ne pas projeter son mal-être sur son adolescent? Lorsque les parents se séparent, quand l'enfant est adolescent, cela peut paraître banal, mais cela peut être aussi un véritable tsunami pour le jeune. Un parent peut parler de sa souffrance à son ado. Une ado me rapportait que sa mère lui a dit « Je souffre plus que toi, car ton père est parti, mais toi tu le vois, et moi non. » Conclusion. Le métier de parent, comme dit Freud, est un métier impossible. Eh oui. Et pourtant, ces jeunes, qui ne sont pas toujours comme on les décrit, avachis, nonchalants, ils sont souvent incompris et jugés. Nous nous devons de les sécuriser, de les écouter, de les accompagner jusqu'à l'âge adulte, vers lequel ils avancent avec un mélange d'envie et d'immenses doutes. Et là, c'est là où peut-être, nous les psys, on peut intervenir. Comment? Si on voit un adolescent, on va poser un cadre. On va proposer un espace d'écoute de la subjectivité de l'adolescent. Ce cadre va rendre possible un discours inaudible par certains parents. On peut suggérer des pistes de réflexion. On peut mettre à disposition des boîtes à outils et favoriser la rencontre avec l'autre grâce à la participation à des groupes de médiation, groupes de parole, d'écriture ou autres. Les parents aussi peuvent bénéficier de guidance parentale ou de groupes de parole.
En tout cas, et je terminerai là-dessus, comme dit Philippe Jamet, ne pas laisser une situation se cristalliser autour d'un adolescent en difficulté. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne sais pas si en régie, on peut avoir... on est connecté avec Simon Réniche. Bien. Alors, bonjour Simon. Bonjour. Bonjour. Donc, Simon Réniche, donc vous êtes expert en cybermenaces et renseignements. Après 10 ans passés en Afrique de l'Ouest, vous travaillez pour une société de renseignement privé dans la lutte contre la cybersécurité et le terrorisme. Vous conseillez des multinationales et des États afin de mieux comprendre les menaces digitales qui les entourent et améliorer leur posture défensive. Expert intervenant pour BFM TV et la RTS en Suisse, vous allez nous parler aujourd'hui des cybermenaces chez les enfants et les adolescents et comment apprendre du renseignement pour mieux protéger nos enfants. C'est à vous, Simon. Très bien. Merci pour cette présentation et merci de me recevoir. Quand on m'a demandé de parler de ces sujets, j'ai commencé par faire un inventaire un petit peu en parlant à tout type de société impliquée dans la protection des enfants. Moi-même, ce n'est pas un sujet que je connais particulièrement bien. Encore une fois, je suis plutôt concentré sur les cybermenaces. Et je me suis vite rendu compte que ces menaces, elles avaient énormément changé au fil du temps et qu'il était donc peut-être plus intéressant de transmettre des outils de réflexion, des outils d'analyse aux gens que de leur donner une liste de conseils qui sera sûrement obsolète dans 1 ou 2 ans. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que j'ai envie de parler du renseignement, de la méthodologie autour de la compréhension des menaces. Je pense que c'est tout à fait applicable, c'est tout à fait transférable et utilisable au jour le jour par les parents. Nous n'avons plus de son. Vous ne m'entendez pas? Ah, ça y est, là, on vous entend. Ah, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je voulais... Très bien, merci. Donc, je voulais, encore une fois, transmettre ces outils et puis d'abord peut-être vous expliquer pourquoi ça me paraît être valable. Tout d'abord, le renseignement, il y a beaucoup d'incompréhension autour de ça. Le renseignement, c'est tout simplement une méthodologie ou un processus qui permet de produire une information qui aide à la prise de décision. Donc, dans un cadre militaire, c'est une prise de décision sur un champ de bataille, une frappe aérienne par exemple. Dans un cadre civil, ça peut informer le budget de la police nationale sur certains sujets. Dans un cadre commercial, c'est peut-être aussi lié à l'acquisition d'une société ou une implémentation internationale, etc. En tout cas, ce qui permet la production de cette information sont des techniques, des outils, mais c'est surtout des hommes et des femmes qui travaillent tous les jours à réfléchir, à analyser de l'information. Et donc, je me dis que pour produire un renseignement de qualité, il faut des gens qui ont une information la plus factuelle possible, la moins biaisée, la plus proche du réel. Et donc, s'inspirer des formations de ces gens-là, qui travaillent sur des sujets avec des enjeux critiques, des enjeux de sûreté nationale, ça peut être très bon pour se protéger au quotidien et surtout pour appréhender les menaces auxquelles nos enfants font face. Donc, je recommanderais, bien sûr, à la fin de cette intervention, tout un tas de conseils plus pratiques, mais je pense qu'armer les gens avec cette méthodologie a plus... Le problème lié à la protection des enfants, comme une analyse du renseignement, qu'est-ce qu'on fait? On commence par définir quelles sont les menaces qui lui font face, donc ce qu'on appelle le champ des menaces dans ce domaine, et quelle est la surface d'attaque, c'est-à-dire par quel biais ces menaces peuvent atteindre notre enfant. Et donc, on définit ces deux choses, et ces deux choses dépendent majoritairement du profil de l'enfant. Donc, selon sa géographie, son âge, son genre, son comportement, c'est très différent. Donc, si on prend tous le temps de réfléchir à qui est notre enfant, on peut commencer à définir ce qu'il a de valeur et qui peut être intéressé, qui peut chercher à exploiter cette valeur. Cette valeur, ça peut être de l'argent, ça peut être un accès, ça peut être aussi une certaine naïveté, ça peut être son corps, dans le cas de prédation sexuelle. Et donc, commencer par cette définition et commencer à comprendre qui sont ces gens-là nous permet de mieux nous protéger. Donc, ceux qui composent ce champ des menaces sont motivés en général par 3 choses. L'argent, comme on l'a dit, la violence, qu'elle soit physique ou psychologique, ou bien l'influence, c'est-à-dire voir notre enfant comme potentiellement un futur adulte.
Et là, ça, bien sûr, ça attire tout un tas de forces extérieures très, très diverses. Donc, si on commence par l'argent, quand tout le monde pense à la cybersécurité, aux cybermenaces, on pense aux hackers, on pense aux gens qui essayent de nous voler nos cartes de crédit, des données, des informations importantes. Dans le cadre d'un enfant, jusqu'à l'adolescence tardive, on est très peu la cible de ce type de campagne. On peut l'être de manière intermédiaire, c'est-à-dire pour atteindre nos parents, et donc là, voilà, il faut se prévenir de tout ça. Mais les cybercriminels, eux, cherchent la facilité, cherchent la rapidité. C'est des gens qui travaillent sur un gros volume de cibles, c'est-à-dire ils ne se concentrent pas sur une seule personne pour essayer de lui voler de l'argent, ils se concentrent sur toute une démographie. Et donc il y a des choses assez simples, que je partagerai à la fin, qui permettent de se protéger, des choses très pratiques, ce qu'on appelle l'hygiène sécuritaire. La surface d'attaque, encore une fois, elle est très simple à définir, ça dépend des outils qu'on utilise, de notre utilisation d'Internet tout simplement, de tout ce qu'on expose. La violence ensuite physique, celle-là, c'est celle qui est plutôt liée à la prédation sexuelle. Les moyens ont énormément changé au fil du temps. Bien sûr, il y a des moyens de communication maintenant, un moyen d'accéder à votre enfant de manière visuelle ou de manière audio, alors même qu'il est dans votre foyer. Ça, c'est sûr que cela a changé. Cependant, les risques dans le monde réel peuvent être prévenus avec les mêmes règles les mêmes règles qu'on nous a tous enseignées quand on était enfant, de ne pas rencontrer un inconnu, de ne pas accepter certaines choses de personnes que l'on ne connaît pas, et de ne pas exposer, de ne pas se mettre dans des situations à risque. Là-dessus, le vecteur de communication a changé, mais le risque en lui-même n'a pas tellement changé avec la venue des réseaux sociaux. Pour ce qui est de la violence psychologique ou morale, là, c'est un domaine très complexe. Je pense qu'il y a des gens à cette table ronde bien plus à même d'en parler. Tout ce qui est lié au cyberharcèlement, il y a des experts sur le sujet. Je préfère laisser d'autres en discuter. Mais aider les enfants à comprendre, bien entendu, que les comportements dans le monde virtuel ne sont pas forcément traduisibles dans le monde réel est déjà une première étape. Là où je pense qu'il est bien plus intéressant d'équiper les enfants dans leur habileté à se défendre, c'est l'influence, ce qu'on appelle les campagnes d'influence. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus difficiles à détecter ou à prévenir. C'est quelque chose qui a toujours existé, la propagande, c'est quelque chose de millénaire, mais les outils qui la permettent ont énormément évolué. Leur coût est devenu tellement bas qu'aujourd'hui, on détecte des campagnes d'influence au niveau d'élections locales à des coûts inférieurs à 1 000 €. Je veux dire, les réseaux sociaux permettent cette accélération et permettent vraiment d'exploiter et d'influencer des gens comme jamais auparavant. Avant, il fallait être un État, il fallait avoir une armée de lobbyistes pour changer l'opinion publique. Aujourd'hui, on peut le faire avec quelques vidéos sur TikTok. Donc là, étant donné que le champ des menaces est bien plus large et qu'il change constamment, qu'un jour on doit s'inquiéter d'une certaine idéologie, un autre, notre pays est en conflit avec un autre État-nation et voilà, en permanence bombardé. C'est impossible pour les parents de comprendre tous les enjeux géostratégiques au jour le jour, voilà, à moins d'en faire son métier. Donc là, je recommanderais plutôt un investissement dans l'autodéfense intellectuelle, que ce soit en tant que parent et pour mieux les transmettre à ses enfants, mais reprendre encore une fois la formation de ces analystes du renseignement qui, eux, doivent gérer une information de la manière la plus factuelle possible. Donc, apprendre à ses enfants à penser comme un espion, en faire un jeu, leur apprendre la pensée critique, leur apprendre ce que sont des biais cognitifs, avec des termes sûrement plus simples, mais voilà, leur apprendre à comprendre l'écosystème qui les entoure de manière très simple, comprendre d'où vient une information, pourquoi elle est transmise, pourquoi elle les intéresse, pourquoi ils ont certaines passions vers certains sujets, sans vraiment en comprendre l'origine. Beaucoup d'adolescents, surtout, ont des opinions très fortes, très passionnelles sur des sujets, alors même qu'ils ne les ont jamais étudiés, ils ont simplement consommé un contenu très émotionnel autour de ça. Et donc, voilà, je partagerai encore des ressources. Il y a beaucoup de ressources gratuites, il y a beaucoup de ressources même pour les enfants autour de ça, qui, à mon avis, ont tout autant de valeur pour les adultes. Donc, je ferai ça, bien sûr, après l'émission. Mais je vais quand même vous laisser avec des conseils beaucoup plus pratiques, des choses qui sont faciles à mettre en place pour se prévenir de ces 3 types d'acteurs. Donc, encore une fois, les gens motivés financièrement, idéologiquement et bien sûr par désir violent. Donc tout d'abord, commencer par une revue des appareils que l'on possède, c'est-à-dire les téléphones, consoles de jeux, ordinateurs, tablettes. Comprendre quels sont les outils
qui nous permettent, qui nous exposent, qui créent cette surface d'attaque, qui nous expose à des acteurs en ligne. Et non seulement les outils physiques, mais aussi les comptes, comprendre combien on a de comptes sur les réseaux sociaux, sur Netflix, etc. Donc faire un état des lieux de tout ça, faire une revue des mots de passe qui y sont utilisés, utiliser des gestionnaires de mots de passe, tout ça selon des choses en fait qui ne vous protègent pas d'une attaque du gouvernement chinois, mais je pense qu'il y a très peu de choses à faire contre ça, mais ça vous protège de tous ces acteurs opportunistes qui au final sont ceux qui vont s'intéresser à vous. Ensuite, installer peut-être des applications selon les âges, hein, bien sûr, mais qui limitent le temps d'utilisation de ces outils. Si on fait comprendre à l'enfant qu'il a accès à un outil pour un temps précieux, il va peut-être avoir tendance à l'utiliser de manière plus judicieuse. Voilà, il ne va pas passer sa journée à regarder un contenu qui ne lui est pas bénéfique. Il y a ensuite beaucoup d'exercices, ce qu'on appelle de awareness, de cyber security awareness, qui permettent encore une fois d'améliorer sa posture défensive. Donc ça, ce sont des choses très pratiques qui vous protègent de 99% des attaques cyber. Ce sont des choses encore une fois assez basiques. Par contre, la troisième partie, hein, le troisième angle d'attaque, qui est plutôt sur les campagnes d'influence, c'est quelque chose de beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. En plus de bien sûr de partager, peut-être sous forme ludique, d'étudier avec vos enfants certains de ces outils de réflexion et d'analyse, leur parler, je pense, de certains sujets sans tabou et sans avoir des opinions fermes, mais partager avec eux des choses qui peuvent parfois paraître complexes, mais qui au final, ils seront capables de comprendre parce qu'ils sont nés dans cet univers-là, ils ont sûrement une maturité face à ces outils qui est supérieure à la nôtre. Donc leur parler bien sûr de propagande comme on en a parlé, mais leur parler des dangers de certaines applications comme TikTok. Tout le monde sait, on commence à reconnaître qu'il y a des soucis techniques bien sûr d'exploitation des données, mais aussi idéologiques. TikTok ne présente pas le même contenu selon les pays, donc il y a un effort idéologique derrière. Leur expliquer les dangers de l'addiction à la dopamine, que ces applications sont faites sur le même modèle que des machines à sous. Leur expliquer que certains des filtres qui sont utilisés sur ces applications, il y avait un exemple assez flagrant il y a plusieurs années, je crois que c'était Snapchat qui avait lancé un challenge où on se mettait nu devant son téléphone et l'image était bloquée. Leur faire comprendre que l'image est bloquée peut-être de leur côté, mais que ces images existent réellement sur un serveur, qu'ils se permettent des choses à 12 ans, qu'ils regretteront peut-être à 18 ou 20 ans, et que rien ne s'efface sur Internet. Les aider à prendre conscience de ça. Mais surtout, leur faire comprendre que leur temps et leurs données a bien plus de valeur qu'ils ne le pensent. Aujourd'hui, toute une industrie est construite sur la valeur de leurs données et sur leur attention. Toutes ces applications n'ont qu'un intérêt, c'est absorber leurs données et leur attention. Et donc, commencer à comprendre que cela a de la valeur, que c'est très précieux et qu'il ne faut pas l'échanger contre rien. On ne va pas donner ses vêtements ou donner son ordinateur à quelqu'un sans quelque chose en retour. Et là, malheureusement, ils donnent de leur temps, ils donnent de leur attention sans rien en retour. C'est une expression qui existe maintenant depuis longtemps et qui est très simple, mais si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et il y a quelque chose qui ne changera jamais dans le modèle économique de ces applications. Et puis finalement, je vous laisse juste avec une pensée, c'est vous-même en tant que parent, c'est très dur de ne pas se laisser distraire par une myriade de problèmes. On est bombardé d'informations tous les jours, hein, c'est un business tout simplement, pareil, de capturer notre attention, et donc d'essayer plutôt de se concentrer sur les problèmes qui réellement impactent le futur de nos enfants, de ne pas se laisser entraîner dans une centaine de débats qui au final n'ont que très peu d'influence sur le monde de demain, et donc de rester concentré et soi-même apprendre ces mêmes outils d'analyse. Bien, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup Simon Renich. Alors, nous allons maintenant... Alors, attendez, excusez-moi. Nous allons maintenant passer donc la parole à Céline Masson et Caroline Eliachev. Donc, Céline Masson, vous êtes professeure des universités, psychanalyste à l'œuvre de secours aux enfants, donc à l'OSE, directrice du réseau de recherche sur le racisme et l'antisémitisme, présidente de l'Association française de recherche sur les processus de création Pandora, et vous êtes également co-responsable du diplôme universitaire Protection de l'enfance à l'Université Paris-Cité. Caroline Eliachev, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste, essayiste. Vous avez présidé l'association La Cause des bébés. Vous animez une chronique hebdomadaire sur France Culture. Non, j'anime plus.
fini. J'ai fait pendant 10 ans. Mais vous l'avez fait pendant 10 ans, voilà, vous animiez pendant 10 ans. Tout ce qu'il y a sur Wikipédia. Vous avez publié en tout cas de nombreux ouvrages sur la famille, la psychanalyse, etc. Et vous avez publié ensemble, toutes les deux, La fabrique de l'enfant transgenre aux éditions de l'Observatoire en 2022. Donc, et vous dirigez toutes les deux avec Anna Cognier l'Observatoire des discours idéologiques sur l'enfant et l'adolescent, donc La Petite Sirène. Alors déjà, je souhaite exprimer mon respect et mon admiration pour votre courage à toutes les deux, qui vous battez pour défendre l'intérêt de l'enfant. Et on semble oublier trop souvent que l'enfant est un être en développement, qu'il est vulnérable, qu'il est fragile et que nous devons le protéger, y compris contre sa volonté. Et je crois que la journée des droits de l'enfant, c'est aussi donc nous rappelle nos devoirs en tant qu'adultes, en tant que professeurs, en tant que professionnels, de protéger l'enfant. Vous êtes un peu toutes les deux comme des lanceurs d'alerte, on peut dire, sur ce scandale sanitaire qui est donc la réponse médicale et chirurgicale au ressenti de dysphorie de genre. Et alors je dis ça parce que je me disais, mais qu'est-ce qui fait que votre appel à la prudence suscite une telle censure au point que la mairie du 3e interdise la tenue d'un colloque qui traitait de sujets mais totalement différents. En fait, votre sujet, d'abord, il appartient au monde de la protection de l'enfance, mais ensuite, il fait partie, c'est 1/7 des sujets du colloque. Et pour ce sujet-là, ils nous ont interdit de tenir ce colloque à la mairie du 3e. Donc, comment cette prudence que vous défendez, vous qui êtes pédopsychiatre et psychanalyste, peut-elle être à ce point controversée qu'elle ne puisse être discutée et débattue dans l'espace public ? Alors effectivement, peut-être il faut le demander à ceux qui ne vous ont plus invité, en disant d'ailleurs que c'était avec votre accord, ce qui ne me paraît pas tout à fait exact. Alors, quand on parle avec ces gens, ce qui est assez impressionnant, c'est que on ne discute absolument pas du contenu de ce que nous disons. Ce que nous disons, c'est un petit peu ce que vous avez résumé. Il s'agit effectivement de protéger les mineurs de discours idéologiques. On a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. C'est de ce sujet-là qu'il s'agit. Alors, pourquoi est-ce que nous serions transphobes, extrême droite, etc., etc. Je pense que c'est parce que il y a une confusion volontairement entretenue entre la lutte contre les discriminations, que évidemment personne aujourd'hui ne dirait qu'il est contre la lutte contre les discriminations. Et je veux dire, Céline en est une représentante, une éminente représentante. Donc oui, il faut lutter contre les discriminations. Et donc on mélange la lutte contre les discriminations et la protection de l'enfant. Voilà. Et c'est au nom de cette lutte contre les discriminations qu'on vous dit, vous ne pouvez pas aller à la mairie du 3e, de la même façon que on a dit à Lille, où je n'ai pas pu parler cette semaine, qu'il y avait un accord entre la mairie de Lille et les associations LGBT pour lutter contre les discriminations, ce qui me paraît parfait, et que c'est au nom de cet accord que je n'aurais pas pu parler. Donc vous voyez qu'il y a une confusion largement entretenue. Voilà. Alors, que les mairies, les maires, etc., cèdent devant cette intimidation est tout à fait regrettable, et même plus que regrettable. Personnellement, je pense que c'est de la lâcheté, et je le dis franchement, et j'espère que ça va faire un petit peu réfléchir. Il y a des avantages. Il y a eu des réactions absolument extraordinaires, de gens qui effectivement partagent nos points de vue, n'ont pas toujours la possibilité de le dire parce que quoi faire ? Là, justement, ils ont la possibilité de le dire. Très bien. Oui. Alors, je pense que le propos liminaire le propos de Madame Rio est tout à fait un propos liminaire à ce qu'on essaye de dire, c'est-à-dire le malaise pubertaire, ce que vous avez mis en avant. Et d'ailleurs, notre collègue Nicole Attea parle de dysphorie pubertaire.
et non pas de dysphorie de genre. Bon. C'est absolument scandaleux ce qui s'est passé et la réponse que vous avez eue de la mairie de Paris, effectivement de la mairie du 3e, car nous venions parler de l'impact des réseaux sociaux sur les adolescents. Hein, vous en avez parlé également. Pardon, je crois que vous rapprochiez du micro. D'accord. Donc de l'impact des réseaux sociaux, vous en avez parlé, des parents qui s'inquiètent parce que quand même, comment nous avons commencé par une tribune, c'est vrai, en 2021, ce à quoi nous avons, des parents nous ont écrit et ont réagi, et nous continuons à avoir chaque jour des interpellations de parents, des parents qui s'inquiètent, qui disent comment faire avec nos adolescents, qui vont souvent pas bien, il faut le dire, et qui, comme solution, trouvent la transidentité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils se disent, c'est souvent des filles, 80% de filles, si je suis pas bien dans mon corps, si je n'aime pas mes seins, c'est que je suis un garçon. Voilà. Donc les parents sont déboussolés, se demandent ce qui leur arrive, et nous sommes là effectivement pour répondre aussi aux questions des parents. Alors ce qui s'est passé avec la mairie, il y a une suspicion qui a été alimentée largement par la DILCRA, comme quoi nous ferions la promotion des thérapies de conversion. Oui, alors peut-être on peut revenir, pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas très bien, sur votre sujet de votre livre, sur la fabrique de l'enfant transgenre. Donc, est-ce que vous pouvez nous... ou vous voulez que... Qu'est-ce qu'on défend ? Qu'est-ce que vous défendez pour que ce soit à ce point contesté? Alors, j'allais parler du guide, justement, ce sont des guides que nous avons traduits, que des parents français ont traduit, des guides de Jane Speck, qu'on a donc mis sur notre site, et qui sont là pour accompagner les parents d'adolescents qui s'interrogent sur leur identité sexuée. C'est comme ça que nous disons, identité sexuée. Voilà. Donc ce qui nous a, ce qui pose effectivement problème pour certains, c'est que nous alertons par rapport à un risque de médicalisation trop rapide. C'est ça. D'adolescents, encore une fois, qui parfois ne sont pas trans. Ils s'identifient aux signifiants trans, mais parfois ne le sont pas. Nous ne disons pas que tous ne le sont pas. Mais en tout cas, les adolescents et les parents que nous voyons, nous entendons, ces adolescents ne le sont pas. Donc voilà ce qu'on dit dans le livre. En gros, c'est attention de bien distinguer les personnes qui, adultes, feront une transition, parce que c'est une solution pour eux, elle est très respectable. Donc nous n'intervenons, on nous dit qu'on est contre la transition médicale, pas du tout. Si une personne à l'âge adulte, en tout cas, on dit jusqu'à 18 ans, on dit, comme dit Caroline Achef, passe ton bac et tu verras après, mais en tout cas, nous dire au moins jusqu'à 18 ans, pas de choses irréversibles sur le corps, parce qu'effectivement, il y a un risque de médicalisation, c'est-à-dire bloqueur de puberté à partir du stade de Tanner, comme disent les médecins, et ensuite prise d'hormones, de testostérone, qui a évidemment un effet irréversible pour les filles, hein, c'est-à-dire la voix qui mue et les poils qui poussent, etc., etc. Donc ça a des conséquences et un risque de l'infertilité. L'infertilité. Oui, et d'ailleurs dans votre livre, vous rappelez que les effets de la testostérone ont été exclusivement étudiés chez les hommes. Bah oui, parce qu'en principe, les femmes prennent pas de testostérone. C'est ça. Donc aucune étude clinique n'a été réalisée chez les femmes et les enfants. Et les prescrire à des jeunes filles de 16 ans aujourd'hui, c'est incroyable que cela ne questionne pas davantage. Alors, première précision, c'est prescrit hors autorisation de mise sur le marché. Vous savez que pour tout médicament, il y a une autorisation de mise sur le marché dans certaines indications. Et donc, ces médicaments, que ce soit les bloqueurs de puberté ou les hormones croisées, dans le cas des enfants et des adolescents qui présentent une dysphorie pubertaire, ces médicaments sont prescrits hors autorisation mise sur le marché. Alors, je précise également que les médecins ont le droit, exceptionnellement, de prescrire hors autorisation de mise sur le marché, d'abord en le signalant et d'autre part en faisant des recherches. Aujourd'hui, ces recherches, bien que ça existe depuis plusieurs dizaines d'années, ces recherches n'ont pas été menées et donc il s'agit toujours d'expérimentation. Il n'y a pas d'autre domaine en médecine où on continue, en particulier sur des enfants, mais même sur des adultes, des expérimentations. Oui, c'est ça. Voilà. D'expérimentation, c'est pour cela que... Voilà, la médecine aujourd'hui est basée sur des preuves. Oui. Concernant les enfants et les adolescents, c'est une médecine qui n'est pas basée sur des preuves. Alors, quand il y aura des preuves,
peut-être, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, ce ne sera pas à nous de juger de recherches sérieuses qui seraient faites, mais ça n'est pas le cas. Et tous les pays qui ont changé leur protocole disent ce que je dis là, c'est-à-dire c'est pas moi qui l'invente, nous sommes des lanceurs d'alerte, mais effectivement, ce n'est pas nous qui recevons ces enfants aujourd'hui dans les services dits spécialisés. En revanche, nous savons pas trop mal ce qui se passe, parce que des centaines de parents viennent vers nous le raconter. Mais d'ailleurs, il y avait aussi, vous avez cité le cas de pays comme la Suède qui reviennent d'ailleurs. Oui, la Suède, la Finlande, le Royaume-Uni maintenant. Voilà, alors, qui n'interdit pas le Royaume-Uni, mais en tout cas qui appelle à beaucoup plus de prudence, qui ferme son plus grand service pédiatrique de genre, le JIDS, de la Tavistock Clinic, qui fermera en avril 2023. Parce qu'il y a eu une médicalisation, là aussi, trop rapide de trop d'adolescents, puisqu'il y a une nouvelle population. C'est pas la même population d'il y a 30 ans, vous voyez. Donc, ces adolescents, aujourd'hui, on est passé il y a 10 ans, il y avait une cinquantaine par an, ils en ont 5000 par an au JIDS. C'est ça. Vous voyez. Donc, la pédiatre Cass, Dr Cass, a fait effectivement une enquête qui a été demandée par le NHS, l'équivalent du ministère de la Santé, et qui a dit effectivement, il va falloir qu'on réfléchisse, et surtout, elle préconise une approche holistique, globale, donc psychothérapie. C'est ça, bien sûr. C'est ce que vous préconisez aussi. Bon, peut-être qu'on peut dire quand même que tous les adolescents ne vont pas mal. Oui, tout à fait. On parle beaucoup de ceux qui vont mal, il faut effectivement s'en occuper, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'adolescents qui attendent la puberté avec impatience, qui peuvent en avoir quelques désagréments, mais qui n'ont pas forcément envie de se suicider, bien sûr. Et qui vont très mal à l'adolescence. Ça existe aussi. Alors évidemment, dans nos cabinets, nous ne voyons que ceux qui vont mal, par définition. Donc on a toujours un petit peu tendance à voir la France entière du point de vue de nos cabinets. Et quand on parle parce qu'on ouvre notre livre par une augmentation exponentielle, d'ailleurs c'est repris par beaucoup de gens, ça ne veut pas dire non plus que tous les adolescents, et exponentielle, ça simplement on est passé de 0,00 à 1 ou 2%, c'est ça exponentiel, c'est un facteur 30-40. Voilà, donc c'est ça qui nous interroge, c'est quelle est cette nouvelle population et surtout quelles sont ces nouvelles demandes. Vous voyez, de changement de sexe. Qu'est-ce que dit une fille quand elle dit « je veux être un garçon » ? Pour moi, je pense pas qu'elle dit qu'elle est trans. Elle interroge. Voilà. C'est ça. Voilà, elle interroge quelque chose, son malaise certainement. Elle dit parce qu'elle trouve parfois des réponses sur les réseaux sociaux, je nuance quand même, et parfois dans les groupes de pairs, dans ces groupes d'amis. C'est comme ça que ça vient. C'est soit dans les groupes autour d'elle, soit sur les réseaux sociaux. Et beaucoup sur les réseaux sociaux, vous en avez parlé aussi. Et ce que vous aviez dit tout à l'heure, effectivement, l'augmentation pendant la période Covid du taux de suicide, il y a eu une enquête récemment parue dans le ministère de la Santé, effectivement, et répercutée par Le Monde. Donc effectivement, c'est cette population entre 2020 et 2022 qui a interrogé. Ils étaient beaucoup sur les réseaux sociaux, ces jeunes pendant le Covid, pendant le confinement. C'est ce que les parents nous témoignent. Tout à fait. Donc, il semblerait qu'il y a en fait comme une forme de dérapage, parce que face au questionnement du jeune sur son genre, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a une réponse de la société, de certains médecins et des médias, qui sont des réponses médico-chirurgicales un peu trop rapides. Alors, c'est vrai, la chirurgie n'est pas interdite en France avant 18 ans pour la réassignation de genre, ce qu'on appelle, c'est pas interdit, contrairement à ce qu'on dit. Il y en a très peu, évidemment. On dit pas la mastectomie. La mastectomie, voilà, c'est en général c'est autorisé. C'est autorisé. Et la plus jeune opérée, d'après certaines informations qu'on a dans certains hôpitaux, à 14 ans, la plus jeune opérée. Alors évidemment, il y en a pas 10 000, il y en a peut-être quelques-unes, mais on se dit, et on le sait maintenant, puisqu'il y a des détransitionneuses qui viennent vers nous, qui nous parlent, qui nous disent j'ai fait une erreur, j'étais mal dans ma peau, et on m'a dit mais en fait, c'est parce que vous avez une dysphorie de genre, et donc elle entrait dans un protocole, vous voyez, avec effectivement la possibilité de prendre des hormones, parce que ces médecins pensaient que c'était la solution. Encore une fois, ils suivent un protocole. Oui. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'elles iront mieux après une transition, et sociale et médicale. La transition sociale, souvent, met sur les rails de la transition médicale. Alors, il faut dire que la transition sociale, c'est
d'annoncer d'abord à sa famille qu'on veut changer de sexe, donc on veut changer de prénom, et le prénom donné par les parents s'appelle le dead name, le morinon. Il faut changer également de pronom. Donc ça, c'est la transition sociale d'abord dans la famille, puis à l'école. Ça s'appelle le coming out, oui. Coming out. Alors, ce qui a été prouvé, c'est que un jeune qui entame une transition sociale, lorsqu'il est totalement approuvé à 100% par la famille, par l'école, par les voisins, par les frères et sœurs, est conduit inexorablement vers la prise d'hormones. En revanche, d'autres études montrent qu'un jeune qui déclare qu'il veut changer de sexe, il veut changer de prénom, etc., les parents ne le prennent pas de front, mais sont pas tout à fait d'accord. Autrement dit, lui laisse au jeune la possibilité d'exprimer une ambivalence lorsqu'il le voudra bien. La plupart de ces jeunes, 70 à 90% d'entre eux, qui sont bien entendu pris en charge, mais pas pris en charge psychothérapie, bienveillance, toutes sortes de choses. Je crois que c'est 70 à 90% d'entre eux renonceront à leur majorité à entreprendre une transition. C'est ça qui nous fait dire, entre autres, que la majorité d'entre eux ne sont pas trans. C'est ça, vous parlez d'ailleurs de certains adolescents qui évoquent leur période trans, à l'image de Kerabel, qui est devenue une figure emblématique. Oui, tout à fait, comme il y a eu des périodes punk, il y a eu des périodes... Voilà, alors quand on dit c'est une mode, les trans se sentent offensés. Voilà, parce qu'il dit nous ne sommes pas une mode, mais on ne parle pas d'eux, on ne parle pas de ces personnes trans adultes, vous voyez, on parle de ces adolescents qui s'identifient. Oui. Encore une fois, les trans ne sont pas toutes, il y a des trans qui auront cheminé encore une fois vers cette solution qui est une solution pour eux adultes, et il y a ces adolescents qui s'identifient à des figures et à des influenceurs, puisque c'est ça un petit peu aussi qu'on s'inquiète un petit peu aussi de cet embrigadement, on parle d'embrigadement de type sectaire, effectivement, et c'est encore une fois, ce sont des témoignages que nous avons de personnes, d'adolescents qui sont sortis et qui disent j'étais dans une secte. Les parents d'ailleurs, quasiment tous les parents disent mais c'est comme une secte. Donc écoutez, je pense que c'est intéressant d'entendre aussi les parents. Bien sûr. Bien sûr. Et si on revient donc au cas de Kerabel, qui a regretté donc sa transition et elle a accusé les médecins car selon elle était trop jeune pour évaluer les conséquences qui impactent sa vie entière. Alors effectivement, Kerabel joue un rôle très important car elle est apparemment la première à avoir porté plainte contre la Tavistock Clinic en disant que elle avait été médicamentée trop tôt, qu'en fait elle allait mal et que la transition, c'était pas vraiment son problème. Elle a subi une mastectomie mineure et donc évidemment c'est à 16 ans et donc évidemment c'est irréversible et elle détransitionne, c'est-à-dire qu'elle souhaite revenir à son sexe chromosomique et biologique. Il n'empêche qu'elle garde une voix grave, elle n'a plus de poitrine, voilà. Alors le procès, enfin je ne vais pas raconter le procès, mais il est quand même extrêmement intéressant. Elle a gagné en première instance et perdu en appel. Comme le système anglais est différent, on ne peut pas tout à fait comparer. Il n'empêche que, même en appel, il a été dit très clairement que ça n'était pas au juge de décider. C'est-à-dire que la décision de donner ou non des médicaments ne devait pas revenir au juge, mais au médecin, ce que l'on peut tout à fait concevoir. Mais ils disent également que cette médicalisation est fort controversée et que donc les médecins devraient être prudents. Ce qui est, grosso modo, ce que nous disons aussi. Donc on ne peut pas du tout dire qu'elle a tout perdu. Et elle a quand même enclenché un mouvement, très certainement. Elle a écrit un livre, voilà, maintenant elle se bat pour les autres. Oui, là, à propos parce qu'on parle de l'Angleterre, à propos des parents, il y a une class action qui est en cours et vraisemblablement 250 familles s'apprêtent à porter plainte. D'accord. Voilà. C'est annoncé par le Times et c'est un cabinet d'avocats qui porte les voix de ces familles. Voilà. Donc, ça suppose effectivement qu'il y a eu quand même on est allé trop vite. Bien sûr.
Bien sûr, parce qu'on ne sait pas comment différencier ceux qui vont changer d'avis et ceux qui vont continuer dans leur période. C'est très exactement le problème. Il n'y a pas aujourd'hui, on ne peut pas s'appuyer ni sur des examens biologiques, ni même sur des impressions, etc., qui permettraient de dire que tel enfant va persister ou pas. Et donc, effectivement, je pense que dans ce que nous disons, nous sommes effectivement assez soucieuses de respecter les uns et les autres. C'est-à-dire à la fois des enfants qui, dès l'âge de 4 ou 5 ans, présentent cette difficulté, vont persister et devraient peut-être attendre sans aucun médicament jusqu'à l'âge adulte. Peut-être que pour cela, les médecins devraient décider quoi faire. Mais ça concerne une infime minorité. Et effectivement, on ne sait pas très bien les distinguer. Cela dit, quand ce sont des adolescents, la situation est toute différente. Parce que les trans adultes qui nous parlent nous disent pratiquement tous qu'ils avaient cette conviction dès leur plus jeune âge. Pas à l'adolescence. Dès 4-5 ans. C'est ça. Pas à l'adolescence. Et ce sont souvent des garçons. Majoritairement des garçons et dans l'enfance. Donc on a déjà quand même quelques indications. Oui. En revanche, les adolescents aujourd'hui qui vont sur les réseaux sociaux, on leur dit, vous allez voir le médecin. Vous allez lui dire que ça allait commencer dans l'enfance. Oui, c'est ça. Que vous jouiez, je sais pas quoi, au camion, etc., etc. Donc vous allez lui dire ça. Et puis après, vous allez lui dire que vous voulez vous suicider. Que si on vous donne pas d'hormones, vous allez vous suicider. Et voilà comment il faut faire, etc., etc. Donc c'est là où ils sont largement influencés et que les médecins disent, ah bah oui, si tu vas te suicider et si ça dure depuis l'enfance, bien entendu, on va te prendre en charge. Il faut dire aussi que sans nommer, pour pas mettre en difficulté ces personnes, des présidents d'associations trans nous disent qu'ils s'alertent eux-mêmes de voir le nombre de jeunes filles qui arrivent vers les associations. Vous voyez, comme quoi ces personnes s'inquiètent. D'ailleurs, vous voyez, ces personnes sont aussi accusées de transphobie. Quand elles s'inquiètent, quand ces personnes s'inquiètent. Vous parlez de l'association trans ? L'association, oui, sont elles-mêmes. Oui, cette personne trans nous a dit elle-même d'avoir été accusée de transphobie. Alors qu'elle vous dise aussi, s'il vous plaît, portez le discours comme quoi il faut être prudent. Oui, mais dès que quelqu'un appelle à la prudence, c'est considéré comme une transphobie, parce que la prudence, c'est une contrainte qu'on ferait sur l'identité de genre. D'accord. Et voilà, donc quand on contraindrait, merci, pardon, on contraindrait Oui. l'identité de genre, et c'est considéré comme, figurez-vous, une thérapie de conversion. D'accord. Contraindre l'identité de genre, quand même, c'est quand même incroyable. Hein. C'est pour ça qu'on avait, quand la loi sur les thérapies, je reviens sur les thérapies de conversion, mais ça me paraît quand même important, on avait demandé à nuancer, parce que qu'est-ce que veut dire l'identité de genre, qu'est-ce que contraindre l'identité de genre, vous voyez, ça porte quand même à confusion. Hein. Tout à fait. Alors, peut-être que nous avons des questions. Alors, bon, quand même, juste, on a un petit peu de temps encore, hein, on avait un peu... voilà, donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous parlez aussi de la demande de l'enfant et du fait que l'enfant ne peut plus exprimer une demande ou un désir, sinon il risque d'être réalisé. Alors qu'on sait bien que à l'adolescence, c'est vraiment une étape de remaniement psychique et que c'est la belle étape, justement, des questionnements aussi sur son orientation sexuelle, enfin, surtout. Donc, prendre cela au pied de la lettre, l'enfant, donc... Écoutez, il faut commencer plus tôt. Hein. C'est-à-dire que si vous attendez l'adolescence pour vous dire qu'il faudrait peut-être que je lui interdise quelque chose, à mon avis, c'est un peu tard. Hein. C'est effectivement aux enfants à qui l'on apprend que tous leurs désirs sont exprimables en mots, ils peuvent dire tout ce qu'ils pensent, mais que la plupart des désirs, heureusement ou malheureusement, ne sont pas réalisables. Certains le sont selon l'âge, etc. Je ne vais pas détailler là-dessus. Et effectivement, maintenant, avec cette histoire, il faudrait leur dire, surtout n'exprime pas ton désir parce qu'il va être réalisé. Ce qui est quand même assez fou. Alors, c'est pas les enfants qui sont fous. C'est la réponse, c'est ce type de réponse des adultes. C'est-à-dire que je suppose que vous avez parlé de la maltraitance que subissent les enfants. La maltraitance, c'est quelque chose d'actif. Hein. Il me semble que des parents et des médecins d'ailleurs, qui se refusent à
disons, entrer en conflit, à interdire, etc., c'est une forme, non pas de maltraitance, mais de négligence. La négligence, la maltraitance, c'est ce qu'on fait, la négligence, c'est ce qu'on ne fait pas. Eh bien, quand on ne fait pas, on est négligent. Et la négligence a des conséquences au moins aussi importantes que la maltraitance. La maltraitance, on peut la voir, les enfants sont blessés, ils ont les os cassés, etc. La négligence, elle ne se voit pas immédiatement et elle a des conséquences extrêmement délétères et c'est véritablement de la responsabilité. Les adultes ne se sentent plus, ne veulent plus être responsables au risque, comme vous l'avez dit très bien, de ne pas être aimé. Un enfant qui dit maman méchante, la mère s'écroule en larmes. Ben non. C'est ça. Nous avons une question. Alors, nous avons une question oui, internet. Oui. Que dire aux enfants qui disent oh là là, attention au casque. Que dire aux enfants si il y a un problème de genre, s'ils veulent changer de genre? Qu'est-ce qu'il faut dire? Aux parents. Aux parents. Aux enfants. Que dire aux enfants qui s'interrogent, c'est ça? Qui veulent changer de sexe. Qui veulent changer de sexe. Qui veulent on leur changer dit de sexe, d'attendre. exactement. Voilà, on leur dit d'attendre, alors qu'ils jouent. Mais comment les convaincre? Alors, souvent, ils ont choisi eux-mêmes un nouveau prénom, voilà. Et ils ne veulent plus de leur prénom dit de naissance, c'est leur prénom à l'état civil. Or, on ne peut pas changer de prénom. D'ailleurs, on ne peut pas changer de prénom sans l'accord des parents, mais si les parents ne sont pas d'accord, et je l'espère qu'ils ne le seront pas jusqu'à 18 ans au moins, qu'ils gardent leur prénom à l'état civil, et qui est un prénom d'usage pour l'école, évidemment. Par contre, quand ils adoptent ce nouveau prénom, on peut en jouer de ce nouveau prénom. C'est comme un pseudo. Alors, ils aiment pas trop qu'on leur dise ça, les ados, que c'est un pseudo, parce que c'est leur vrai nom maintenant pour eux. Voilà. Mais je pense qu'on peut en jouer. Il faut pas braquer les enfants. Je pense qu'il faut pas braquer les adolescents en leur disant, mais non, tu t'appelles comme ça. Bien sûr qu'ils s'appellent comme ça. Mais en même temps, entre amis, moi, je leur dis toujours, peut-être les laisser entre amis, voilà, s'appeler du nom choisi. Maintenant, à l'école, à la maison, dans la famille, il y a un prénom. Ils ont un prénom. Et donc, que dire aux parents? Qu'est-ce que les parents doivent dire à leurs enfants pour quand il y a cette réaction? Il y a ce que l'on dit aux enfants, mais comment faire réagir les parents? Excusez-moi, mais j'ai pas compris. Que dire aux parents? Maintenant, on a vu les enfants, mais que dire aux parents dont l'enfant veut se questionne sur cette transition? Il me semblait que Céline avait répondu. Moi, personnellement, j'aime pas beaucoup donner des conseils, mais j'essaie d'une part d'apporter des informations, celles que je vous ai apportées en particulier tout à l'heure, et j'essaie de les faire réfléchir. C'est-à-dire de dire, voilà, ce qui nous paraît important, c'est qu'il n'y ait rien d'irréversible avant la majorité. Alors maintenant, on va discuter des différentes étapes et on va voir si vous les considérez comme irréversibles ou non. Sur le changement de prénom, par exemple, on voit bien que une certaine tolérance avec les amis, etc., et ne pas approuver à 100%, c'est pas irréversible. Voilà, je leur demande à chaque... Ou plutôt, excusez-moi, je me suis trompée. Ou plutôt, c'est réversible. On peut jouer, etc. Si on est à 100%, et qu'on engage un enfant pendant plusieurs années à avoir changé son prénom, etc., demandez-vous si ça va pas être très difficile pour ce garçon ou pour cette fille de changer d'avis. Les bloqueurs de puberté ont des conséquences irréversible, bien qu'on nous dise que, évidemment, la puberté reprend. Mais quand on a passé plusieurs années, quand on est un garçon comme fille, ou quand on est une fille comme un garçon, est-ce que cette partie de l'enfance est réversible? Non. Voilà, je pense que moi j'essaie d'engager chaque parent à réfléchir à qu'est-ce que c'est cet irréversible. Vous vouliez me dire quelque chose? Catherine. Juste un mot, parce que ça m'arrive dans mon cabinet de recevoir des parents et des adolescents qui effectivement veulent changer de sexe. Et moi je les amène, comme vous dites, à réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui se cache derrière cette question? Est-ce que c'est pour être contre ses parents, contre la société, enfin voilà, qu'est-ce qui se cache derrière, mener un petit peu l'enquête, effectivement ne pas se braquer en tant que parent, dire ah non, surtout pas, etc. Et moi j'amène aussi autre chose, c'est que le parent peut se positionner. C'est-à-dire que le parent peut dire, eh bien écoute, ma chérie, moi je t'aime bien en fille, ou je t'aime bien en garçon, enfin voilà. C'est-à-dire que le parent a le droit de dire ce qu'il pense.
Non seulement le droit, mais il devrait le faire. Alors moi, ce que j'apprécie beaucoup dans votre présentation, qui concernait pas spécialement ce sujet-là, mais les adolescents de façon plus générale, c'est que d'un côté, si j'ai bien compris, vous menez des cures assez classiques, mais par ailleurs, vous leur proposez une activité dans le social. Et dans ces situations-là en particulier, faut sortir un petit peu de. Je pense que les psys ne peuvent pas tout, les médecins non plus, et que ces adolescents qui sont centrés sur ma poitrine, etc., se sentir utile, faire des choses à l'extérieur, créatives. Beaucoup sont engagés dans des activités de création, mais les pousser là-dedans, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire ne pas rester braqué sur le problème là qui vous est présenté. Et je vois que c'est ce que vous faites, donc j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. En fait, tous les adolescents, même quand ils s'identifient, d'abord, ils ne savent pas qu'ils veulent changer, ils disent qu'ils sont un garçon. Ces filles disent je suis un garçon, je veux pas changer, je suis un garçon, je suis dans un mauvais corps, je suis un garçon. Ils veulent pas tous passer par la médecine et par les hormones non plus. Il faut quand même ils savent parfois qu'il faut attendre. Mais c'est vrai que ça fait maintenant 2 ans qu'on y travaille. Je pense que le discours a un tout petit peu évolué. Et c'est vrai que ces parents osent dire, parce que comme vous disiez tout à l'heure, ils ne veulent pas être des mauvais parents. Donc parfois ils n'osaient pas dire non. Et on voit de plus en plus de parents finalement intervenir en disant écoute, tu attends un peu, tu attendras 18 ans. Et en fait, je vois que c'est tout à fait les adolescents quand on leur dit ils le vivent très bien. Et ils disent oui, papa, maman m'ont dit voilà, mais ça n'empêche pas ces filles se coupent les cheveux. Effectivement, moi je les appelle les garçonnes. Voilà, pas les trans mais les garçonnes. Et effectivement, elles en jouent, quoi, vous voyez. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas une souffrance. Je crois que c'est ça le plus important aussi pour ces parents, c'est d'accompagner ces adolescents et de leur permettre d'ouvrir un espace de parole, une psychothérapie éventuellement, ou des espaces de médiation, qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place, ou thérapie familiale éventuellement. Oui. Vous parliez aussi des associations de parents qui sont aussi fondamentales. Ah oui, ça c'est très important. Alors, donc les parents étaient venus vers nous depuis début 2021 et ils se sont constitués en collectif de parents. C'est un collectif et non pas une association qui s'appelle Hypomonie. Hypomonie en grec, c'est la patience, prendre le temps. Voilà, donc il y a maintenant 150 à 200 parents. Et donc, on peut rejoindre, ces parents. Moi, j'invite toujours ces parents à rejoindre ce collectif pour trouver aussi des conseils, etc. Voilà. Et puis pour voir qu'ils ont des problèmes similaires, qu'ils ne sont pas les seuls au monde. C'est ça. Ça aide. Bon, je vois que nous sommes en fin de parcours. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Écoutez, c'est nous qui vous remercions. Merci à la Bizzo, vraiment. Vraiment, que ce nom soit porté haut. Et je regrette vraiment que ce nom n'était pas aujourd'hui à la mairie du 3e. Voilà, c'est quand même une atteinte au nom. Bien. Merci, merci à vous. Merci à vous tous.